Il y a des matins où l'on plie un tablier et où l'on comprend que sa fille est en train de disparaître. Pas mourir. Disparaître. Ce n'est pas la même chose. Mourir, on le voit. On le pleure. On met des fleurs. Disparaître, c'est autre chose. C'est quand une femme brillante commence à parler moins fort. Quand elle range ses opinions comme on range de vieux outils dont on n'a plus besoin. Quand elle dit que tout va bien avec une voix qui ne tremble pas, mais avec des mains qui, elles, ne mentent pas. Les mains de Véronique. Voilà ce que ma petite fille Adèle m'a montré ce soir-là. Pas avec des photos, pas avec des mots précis. Avec une seule question posée dans ma voiture, sous la pluie de mars, devant l'Institut des métiers d'art, rue Lenepveu, numéro 18, à 17h42 exactement. Une question si simple qu'elle aurait pu sembler innocente. Mais quand on a 78 ans et qu'on a passé 40 ans à travailler la soie, on sait reconnaître le moment où un fil commence à lâcher. Adèle a posé son sac sur ses genoux, fermé la portière, et sans même me regarder, elle a dit « Mamie, pourquoi chaque fois que maman reste avec papa dans le cabinet, elle ressort avec du rouge sur les mains et dit que ce n'est rien. J'ai coupé le moteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le moteur n'avait aucune raison de s'arrêter. Nous aurions dû partir. Mais quelque chose en moi a su, dans la seconde qui a suivi cette phrase, que si je continuais à rouler, je continuerais aussi à faire semblant. Et j'avais déjà trop longtemps fait semblant. Le rouge sur les mains de Véronique, du pigment de Garance, de la couleur de Restauration. Une couleur ancienne, noble, utilisée depuis des siècles pour teindre les soies, les velours, les linons précieux. Une couleur que ma fille connaissait mieux que personne, une couleur qu'elle portait sur les paumes comme une marque qu'on ne choisit pas tout à fait. Et Adèle, 29 ans, étudiante adulte en conservation textile, avait regardé ce rouge pendant des jours, avait posé des questions auxquelles personne ne répondait vraiment, avait fini par monter dans ma voiture sous la pluie de mars et par dire tout haut ce que tout le monde dans cette famille refusait d'entendre. Ce soir-là, j'ai compris deux choses en même temps. La première, c'est que ma fille avait besoin de moi. La deuxième, c'est que j'avais mis beaucoup trop de temps à le voir. Je m'appelle Mireille Danton-Larocque. J'ai 78 ans. Je vis au 27 de la rue Saint-Lô, à Angers, dans un appartement ancien dont les fenêtres donnent sur les toits en ardoise que la Loire rend humide 9 mois sur 12. Mon mari Maurice est mort il y a 11 ans, d'un infarctus silencieux un mardi matin, assis dans son fauteuil avec son journal encore plié sur les genoux. Depuis, je vis seule avec mes habitudes, mon Citroën bleu nuit, mes aiguilles rangées par taille dans une boîte en bois de cerisier, et le souvenir précis de chaque tissu que j'ai touché dans ma vie de bordadera de haute couture. 41 ans de métier. 41 ans à travailler pour des maisons parisiennes dont je tairai les noms parce que la discrétion fait partie du travail, comme le fil fait partie de l'aiguille. Des robes de mariée que des femmes ont portées le temps d'une journée et dont elles ont parlé toute leur vie. Des tabliers de cérémonie pour des institutions que je ne fréquentais pas, mais dont je respectais l'exigence. Des pièces uniques que des mains anonymes comme les miennes ont rendues extraordinaires, point après point, dans des ateliers qui sentaient la cire chaude et le coton légèrement humide. Mes mains. Je les regarde parfois le matin, avant de me lever dans la lumière grise qui vient de la fenêtre. Ce sont des mains vieilles, des mains qui ont des histoires dans chaque articulation, des mains qui ont appris à voir avant que les yeux ne voient. C'est ça, le vrai secret du métier. On ne regarde pas le tissu, on l'écoute avec les doigts, et ce que les doigts disent, la tête finit toujours par comprendre. C'est pour ça, peut-être, que j'ai su ce soir-là, avant même d'arriver rue Toussaint, numéro 44. Avant même d'ouvrir la porte des fondeaux de cette maison trop belle et trop silencieuse. Avant même de voir Véronique assise sur le parquet de son cabinet de restauration, entourée de caisses et de bobines, le tablier rouge sur les genoux comme un aveu qu'elle ne savait pas encore formuler. Je savais, parce que j'avais les mains d'une femme qui avait appris à ne pas mentir aux matières. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé dans cette maison, je dois m'arrêter une seconde. Mes mains tremblent encore quand je me souviens de cette nuit-là. Si vous êtes avec moi en ce moment, si vous écoutez l'histoire de cette vieille femme, dites-moi d'où vous regardez, quelle ville, quelle région. Mettez-le dans les commentaires parce que je les lis tous, je vous le promets. Et si vous êtes là tard le soir, si vous ne dormez pas, si quelque chose dans ce que je dis vous touche,
Laissez un like. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Celle de demain aussi a quelque chose d'important à vous dire. Maintenant, laissez-moi continuer. Parce que ce qui s'est passé rue Toussaint cette nuit-là, je ne peux plus le garder pour moi seul. Angers, en mars, a cette qualité particulière de lumière qui ressemble à du papier buvard. Tout est légèrement absorbé, légèrement atténué. Les façades en tuffeau blanc deviennent grises sous la pluie. Le château d'Angers, avec ses 17 tours, se tient au bord de la Maine comme un homme vieux qui a vu trop de choses pour être encore surpris. Les rues du centre-ville sentent la pierre mouillée, le café des brasseries dont les terrasses sont fermées, et parfois, quand le vent tourne bien, quelque chose de végétal qui vient des jardins du bord de rivière. J'aime cette ville. J'y suis arrivé à 23 ans, avec Maurice, une valise et l'adresse d'un atelier de broderie rue de la Roa qui n'existe plus aujourd'hui. J'y ai élevé 2 enfants. J'y ai enterré mon mari. J'y ai vieilli sans trop m'en apercevoir, parce que les villes qu'on aime ont cette gentillesse de ne pas nous montrer le temps qui passe. On regarde les mêmes vitrines, on marche sur les mêmes pavés, on s'assoit aux mêmes terrasses, et on finit par croire qu'on n'a pas changé. Ce sont les gens autour de nous qui changent. Nos enfants qui grandissent et prennent des décisions qu'on ne comprend pas toujours. Nos petits-enfants qui arrivent avec des questions qu'on n'avait pas prévu d'entendre. Adèle est entrée dans ma vie avec le bruit qu'elle fait toujours, c'est-à-dire aucun bruit particulier, juste une présence qui remplit l'espace autrement. Elle ressemble à Véronique jeune, mais avec quelque chose en plus que je n'arrive pas encore à nommer. Une façon de regarder les choses de biais, légèrement oblique, comme si elle cherchait l'angle que les autres ont raté. Elle a 29 ans, elle prépare une formation professionnelle en conservation textile à l'Institut des métiers d'art, rue Le Nepveu, et elle a cette qualité rare chez les jeunes adultes de ne pas confondre l'émotion et la dramatisation. Ce qu'elle m'a dit dans la voiture ce soir-là, elle ne l'a pas dit pour me faire peur. Elle l'a dit parce qu'elle avait besoin que quelqu'un de plus ancien qu'elle confirme que ce qu'elle voyait était réel. Le rouge sur les mains de sa mère. Véronique Larocque-Masson, 52 ans, restauratrice de textiles historiques, fille unique de Maurice et de moi, femme d'Hugo Masson depuis 24 ans. Véronique, qui connaît les noms latins des plantes tinctoriales mieux que la plupart des botanistes. Véronique dont les rapports techniques sont cités dans des catalogues de maisons de vente aux enchères parisiennes. Véronique qui, depuis quelques années, répond de moins en moins souvent quand je l'appelle le dimanche matin, et qui, quand elle répond, parle de ses journées avec une économie de détails qui m'avait alarmée sans que je m'avoue vraiment pourquoi. Hugo Masson, 60 ans, marchand spécialisé en pièces anciennes. Un homme que j'ai appris à respecter avant de l'apprendre à voir. Grand, poli, avec cette capacité particulière à nommer les choses joliment, à faire paraître les compromis comme des sagesses et les renoncements comme des choix éclairés. Il connaît les périodes, les styles, les provenances, les valeurs marchandes. Il parle du marché avec la fluidité de quelqu'un qui y vit depuis toujours, qui en connaît les règles non écrites, les accélérations, les silences stratégiques. Je l'avais trouvé brillant au début, Maurice aussi. Nous avions pensé que Véronique avait trouvé un homme qui l'égalait. Nous n'avions pas encore compris la différence entre quelqu'un qui vous égale et quelqu'un qui vous utilise si élégamment que vous ne sentez le poids que longtemps après. Dans ma voiture rue Le Nepveu, sous la pluie de 17h42, Adèle a essuyé ses yeux avec la manche de son manteau. Elle ne pleurait pas comme une personne désemparée. Elle pleurait comme une femme adulte qui a retenu quelque chose trop longtemps et qui, enfin devant quelqu'un de confiance, laisse partir la pression. Il y a une différence. On la reconnaît quand on a 78 ans et qu'on a pleuré des 2 façons. Elle m'a expliqué. Lentement, avec précision, comme elle a appris à le faire dans ses études. Ces dernières semaines, sa mère sortait régulièrement du cabinet de restauration, au fond de la maison rue Toussaint, avec les mains et le tablier marqués de ce rouge particulier, ce rouge de Garance que les restaurateurs utilisent pour les retouches sur les soieries anciennes, les velours du XVIIIe, les brocarts délicats qu'on ne peut pas teindre autrement. Ce n'était pas nouveau en soi. Véronique travaillait avec des pigments depuis 30 ans. Ce qui était nouveau, c'est la façon dont elle entrait dans ce cabinet et dont elle en sortait. Elle entrait avec une certaine façon de tenir les épaules. Elle en sortait avec une autre façon, plus basse,
plus rentrer, les mains croisées contre le tablier, comme si elle voulait cacher la couleur. Et Hugo, chaque fois, disait que Véronique était émotionnellement fatiguée, qu'elle s'attachait trop à ses pièces, que le marché avait ses exigences et qu'une restauratrice ne pouvait pas traiter chaque Lélan comme un projet personnel. Il disait cela avec le ton de quelqu'un qui prend soin de vous, avec la voix douce des gens qui vous expliquent pourquoi vous avez tort. Adèle avait compris, à 29 ans, ce que moi j'avais mis trop de temps à formuler. Elle m'avait vu arriver. Elle avait attendu le bon moment. Et dans cette voiture, sous cette pluie, elle m'avait dit ce qu'elle voyait, non pas pour que je règle le problème à sa place, mais pour ne plus être seule à le savoir. J'ai démarré le moteur. Pas pour rentrer chez moi, pour aller rue Toussaint. La maison numéro 44 est une maison étroite, à 2 étages, avec une façade en tuffeau légèrement noircie par les années et une porte en bois sombre que j'ai toujours trouvée trop lourde pour la rue. Elle est belle, cette maison. Proche du musée des Beaux-Arts, dans un quartier qui sent le vieux papier et la pierre sèche même quand il pleut. Un quartier où les gens élèvent la voix rarement parce qu'ils ont appris que les murs entendent. Un quartier que Hugo avait choisi précisément pour ça, je crois maintenant, bien que je n'ai pas su le penser à l'époque. Le cabinet de restauration est à l'arrière. On y accède par un couloir latéral qui longe le jardin, un jardin minuscule que Véronique avait voulu planter d'herbes tinctoriales et que Hugo avait laissé envahir par le lierre parce que ça faisait plus authentique aux yeux des clients qui visitèrent la maison. J'avais remarqué cette chose sans la noter vraiment. Les petits effacements qu'on ne nomme pas parce qu'ils semblent anodins pris un par un. Nous sommes entrés par la porte des fonds d'eau, Adèle et moi. Il n'y avait pas de sonnerie. Véronique nous avait donné un double de la clé il y a des années, à l'époque où elle disait encore « Venez quand vous voulez, maman, la maison est aussi la vôtre ». Ce que j'ai vu dans ce cabinet, je l'ai absorbé en plusieurs secondes, comme on absorbe un tableau dont on a besoin de temps pour comprendre ce qu'il représente vraiment. Véronique était assise sur le parquet en chêne, les jambes repliées sous elle, le dos contre l'établi de bois où elle travaille les pièces délicates. Elle était consciente, calme, habillée d'un cardigan couleur ivoire et de ce tablier de lin beige que je lui avais offert pour ses 40 ans, le tablier qui maintenant portait des marques de pigments rouges sur la partie avant, autour des poches, sur les revers. Autour d'elle, des caisses ouvertes avec des bobines de fil classées par numéro, des échantillons de soie protégés par du papier de soie, des pages de rapports techniques posées à plat, certaines retournées face contre le sol, comme si on avait voulu les cacher en hâte. Elle n'était pas blessée. Elle n'avait pas été frappée. Il n'y avait rien de violent dans cette pièce. Et pourtant j'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine avec une précision que je ne souhaite à personne. Parce que ce que j'ai vu, c'est ma fille de 52 ans, assise par terre dans sa propre maison, dans son propre cabinet de travail, entourée des preuves de son propre savoir et ayant l'air d'une femme qui ne sait plus très bien à qui appartient ce savoir. Elle a levé les yeux vers moi. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a eu l'air soulagée, ce qui est une autre chose, et une chose bien plus lourde à porter. « Maman, » elle a dit, « tu n'aurais pas dû venir. » J'ai posé mon sac sur l'établi. J'ai regardé ses mains. Le rouge de la Garance était là, sur les paumes, entre les doigts, sous les ongles, aux bords nets qu'elle a toujours gardés courts pour le travail. Une couleur ancienne, belle, précise, la couleur d'une plante cultivée depuis l'Antiquité pour ses propriétés tinctoriales, la Rubia tinctorum que les restaurateurs de textiles utilisent encore pour les retouches invisibles sur les pièces les plus fragiles. Une couleur de travail, une couleur d'expertise, une couleur qu'elle portait comme une honte. Et sur son tablier, presque invisible pour quelqu'un qui ne saurait pas regarder, j'ai vu quelque chose que ma fille avait cousu elle-même. Un point minuscule, fait à la main, sous la barrette droite du tablier, là où personne ne regarde jamais. 2 initiales. VL, Véronique Larocque. Son nom de jeune fille, pas maçon. Larocque. Je me suis agenouillée sur le parquet à côté d'elle. Mes genoux n'apprécient plus les parquets depuis quelques années, mais ce soir-là, je ne l'ai pas senti. J'ai pris ses mains dans les miennes, les mains rouges, les mains précises, les mains savantes, et je lui ai demandé de me dire ce qui se passait vraiment. Elle a mis du temps. Les gens qui ont gardé quelque chose longtemps ont besoin d'un peu de temps pour trouver par où commencer. Ce n'est pas de la résistance, c'est de l'organisation.
Quand on a trié ses propres silences pendant trop longtemps, on ne sait plus toujours dans quel ordre les défaire. Hugo est entré par la porte du couloir 5 minutes après nous. Bien habillé, comme toujours. Veste en laine grise, chemise boutonnée jusqu'en haut. Il m'a regardé avec cette expression que j'avais toujours interprétée comme de la politesse et que je comprenais maintenant différemment. Une expression de quelqu'un qui calcule très vite la situation et décide de l'aborder frontalement pour garder la main. « Mireille, » il a dit. « Je ne savais pas que tu passais ce soir. » Je n'avais pas prévenu, j'ai répondu. C'est parfois utile. Il y a eu un silence. Pas un silence vide. Un silence plein de choses que personne n'avait encore dit à voix haute, mais que tout le monde dans cette pièce connaissait déjà. Il a regardé Véronique, puis Adèle, puis moi. Puis il a commencé à expliquer. Avec ce ton qu'il avait, ce ton d'un homme qui présente une évidence à des personnes qui n'ont pas encore assez d'informations pour comprendre. Il a parlé d'une pièce de Lélan. Un foulard de soie ancienne, 18e siècle probable, acquis auprès d'une succession privée dans la région du Saumurois. Une pièce de valeur réelle, indéniable, qui méritait une présentation solide pour le marché. Une présentation que l'expertise de Véronique pouvait valider, que le marché attendait, que le calendrier de l'hôtel des ventes Loire-Anjou, rue Plantagenet, numéro 9, ne pouvait pas décaler indéfiniment. Et Véronique avait des scrupules, il a dit. Ce mot, scrupule. Comme si la précision technique était une fragilité émotionnelle. Comme si vouloir que son nom soit associé à une vérité qu'elle avait elle-même établie, relevait du sentimentalisme plutôt que de la compétence. J'ai gardé les mains de ma fille dans les miennes et j'ai laissé Hugo finir. Parce que les gens qui parlent longtemps finissent toujours par dire plus qu'ils ne voulaient dire. Et parce que j'avais besoin de comprendre exactement de quoi il s'agissait avant de dire quoi que ce soit. Ce qu'il m'a dit, résumé sans les ornements de langage dont il enrobait chaque phrase, c'est ceci. Il existait un premier rapport technique écrit par Véronique qui indiquait que la provenance déclarée du foulard présentait des incohérences suffisantes pour recommander une expertise complémentaire avant toute mise en vente. Et il existait une deuxième version de ce même rapport, rédigée en des termes plus accommodants, avec une attribution plus avantageuse pour la valeur marchande de la pièce, et avec la signature de Véronique déjà formatée en bas de page, attendant seulement qu'elle accepte de la valider formellement. Elle n'avait pas encore accepté. C'est pour ça qu'elle sortait du cabinet avec du rouge sur les mains. Pas parce qu'elle travaillait sur la pièce, parce qu'elle se débattait avec quelque chose que personne autour d'elle ne voulait appeler par son vrai nom. Si vous êtes encore avec moi, si vous sentez ce que je sentais dans ce cabinet ce soir-là, laissez-moi un commentaire. Une seule chose. D'où vous regardez? Quelle heure il est chez vous? Et si quelqu'un dans votre vie a déjà porté une couleur qui n'était pas la sienne, vous comprendrez ce que je veux dire. Appuyez sur ce like si cette histoire vous touche. Et abonnez-vous parce que demain, il y a une autre histoire ici, et peut-être que c'est celle que quelqu'un près de vous a besoin d'entendre. Je me suis levé du parquet. Mes genoux ont protesté, mais ma voix non. J'ai regardé Hugo, puis j'ai regardé Véronique, puis j'ai regardé les caisses ouvertes autour d'elle, les bobines, les échantillons, les pages retournées, et j'ai dit à ma fille, pas à son mari, j'ai dit à ma fille, « Montre-moi le premier rapport ». Elle a hésité. Pas longtemps. Quelques secondes. Puis elle a tendu la main vers la caisse à sa gauche et elle en a sorti une chemise en papier craft que je reconnaissais. Ce genre de chemise que les restaurateurs utilisent pour les documents de travail. Craft solide, coin renforcé, étiquette manuscrite sur le côté. Sur l'étiquette, écrit de l'écriture de Véronique, très petite et très droite comme elle a toujours écrit. Lot 318. Hôtel des ventes, Loire-Anjou. Elle me l'a donné. Et dans ce geste simple, dans cette façon de tendre la chemise sans regarder Hugo, j'ai vu une décision déjà prise que personne encore n'avait nommée à voix haute. J'ai ouvert la chemise. J'ai lu. Lentement, parce que les termes techniques de la restauration textile, même après 40 ans de broderie, demandent une attention que je voulais donner entièrement. Et ce que j'ai lu, c'est un rapport précis, rigoureux, écrit dans la langue particulière de quelqu'un qui connaît son métier jusqu'aux fibres les plus fines. Un rapport qui disait, avec les mots de la spécialiste que ma fille était, qu'il y avait dans la provenance déclarée de cette pièce des éléments qui ne correspondaient pas aux caractéristiques de fabrication attendues pour la période et l'origine revendiquées.
que des analyses complémentaires étaient nécessaires avant toute attribution définitive. Que mettre en vente cette pièce avec l'attribution proposée, sans ces analyses, exposait l'acheteur potentiel à une erreur d'information significative. C'était le rapport de Véronique, sa vérité professionnelle, son expertise, son nom. Et à côté, dans la même chemise, il y avait l'autre version. Celle qui ne disait pas tout ça. Celle qui disait, avec des tournures plus douces et des qualificatifs plus flatteurs, que la pièce présentait toutes les caractéristiques d'une origine conforme à son attribution, que sa valeur marchande était confirmée, que la mise en vente pouvait procéder. Sous le texte de cette deuxième version, la signature de Véronique, formatée, mise en page, avec son titre et ses accréditations professionnelles. Attendant, j'ai posé les deux documents sur l'établi. Je les ai posés côte à côte, comme on pose deux échantillons de tissu pour les comparer à la lumière. Et j'ai senti, avec cette certitude physique que les mains apprennent avant la tête, que je tenais dans ce cabinet quelque chose d'important. Pas uniquement une preuve, une vérité que ma fille portait seule depuis trop longtemps. Hugo a parlé encore. Il a dit que c'était plus complexe que ça n'en avait l'air, que le marché fonctionnait avec des marges d'interprétation, que tous les experts savaient ça, que Véronique connaissait les règles du domaine, qu'une restauratrice indépendante ne pouvait pas fonctionner sans partenariats commerciaux solides, qu'il avait construit ces partenariats pour eux deux, que ça profitait à leur vie commune, que c'était une décision professionnelle, pas une question d'intégrité, pas une question d'intégrité. J'ai regardé cet homme que ma fille avait épousé il y a 24 ans. J'ai regardé ses mains soignées, sa veste bien coupée, sa façon de se tenir droit qui avait toujours ressemblé à de la confiance et qui ressemblait maintenant à quelque chose d'autre. Et j'ai pensé à Maurice, à ses mains à lui, des mains de menuisier reconverties en instituteur, des mains qui n'avaient jamais su mentir à un tissu ni à une personne. J'ai pensé à ce qu'il m'avait dit un jour, en triant des archives de l'atelier avec moi. Il m'avait dit que les gens qui confondent le marché et la vérité finissent toujours par perdre les deux. Je n'ai pas dit ça à Hugo. J'ai dit quelque chose de plus simple. J'ai dit que j'allais rester un moment avec ma fille ce soir, si ça ne le dérangeait pas. Il y a eu un autre silence. Puis Hugo a dit que bien sûr, qu'il avait des choses à faire, qu'il nous laissait. Et il est parti vers la partie avant de la maison, avec cette façon de marcher des hommes qui sont convaincus d'avoir gardé le contrôle d'une situation en la quittant. Quand ses pas ont disparu dans le couloir, Véronique a posé la tête sur mon épaule, comme quand elle avait 7 ans et qu'elle avait peur de l'orage, comme quand elle avait 19 ans et que sa première relation avait mal fini, comme maintenant, à 52 ans, dans son propre cabinet, entourée de son propre travail, avec du rouge sur les mains qui n'était pas une blessure mais qui faisait mal quand même. Et Adèle, de l'autre côté de la pièce, debout près de l'établi, nous regardait toutes les deux avec ce visage calme de quelqu'un qui a attendu ce moment depuis des semaines et qui peut maintenant, enfin, poser son sac à terre et souffler. Dehors, la pluie de mars continuait. Le château d'Angers se tenait dans le noir, quelque part derrière les toits. Et dans ce cabinet qui sentait la cire et le pigment ancien, quelque chose avait commencé à changer de forme. Pas encore de nom, pas encore de solution, mais une forme différente. Je savais que la nuit serait longue, je savais que le lendemain serait plus difficile encore. Mais j'avais les mains de ma fille dans les miennes, et ses mains ne mentaient pas. Elle n'avait jamais su mentir. Et ce soir-là, c'était assez pour recommencer. Il y a des choses qu'on comprend trop tard et qu'on ne peut plus défaire. Seulement regarder en face, longtemps, jusqu'à ce qu'elles cessent de faire aussi mal. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi chez moi. Je suis restée rue Toussaint, dans la chambre d'amis où les volets ne ferment jamais bien, avec le bruit de la pluie sur le toit en ardoise et la conscience que quelque chose dans ma famille était en train de se dire enfin, même si personne encore ne savait exactement quoi. Hugo avait mangé dans la cuisine de devant, seul, avec la radio allumée comme il l'avait toujours, et il était monté se coucher à 22 heures en passant devant la porte du cabinet sans regarder dedans. Véronique et moi avions mangé quelque chose de léger à l'établi, des tartines et du fromage qu'Adèle avait trouvé dans le réfrigérateur, et nous avions parlé. Longtemps. Pas de tout, mais de beaucoup de choses. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à comprendre vraiment. Pas ce qui se passait maintenant, ce qui s'était passé avant,
ce qui s'était accumulé si doucement, si graduellement, que même Véronique n'avait pas su le voir s'installer. Elle m'a raconté. Elle m'a raconté avec la précision d'une restauratrice, c'est-à-dire avec attention aux détails et sans dramatisation inutile, ce qui rendait ce qu'elle disait encore plus douloureux à entendre. Au début, Hugo et elle avaient travaillé en partenaires réels. Elle apportait son expertise technique, lui ses contacts commerciaux, sa connaissance du marché des antiquités, ses relations avec les maisons de vente. Un équilibre qui avait fonctionné pendant des années, à l'époque où il lui demandait son avis sur les attributions avant d'engager une pièce, à l'époque où ses rapports techniques étaient présentés comme la caution professionnelle sérieuse qui distinguait leur collaboration de celle de leurs concurrents. Puis quelque chose avait commencé à glisser. Si lentement qu'elle ne savait pas donner une date. Peut-être 3 ans avant ce soir-là. Peut-être 4. Les réunions avec les clients s'étaient progressivement tenues dans la partie avant de la maison, sans elle. Les décisions sur les pièces à acquérir avaient été prises avant qu'il lui demande d'en évaluer l'état. Ses recommandations de prudence sur certaines attributions avaient commencé à rencontrer des explications sur la pression du calendrier, les engagements pris, les relations à maintenir. Et elle avait commencé à ajuster, pas brutalement, par petites concessions qui semblaient raisonnables prises une par une. Elle avait accepté de reformuler certains passages de ses rapports en termes moins catégoriques, d'utiliser des expressions comme probablement compatibles avec plutôt que ne présentent pas les caractéristiques attendues, de nuancer là où elle aurait dû préciser, chaque fois en se disant que la prochaine fois elle tiendrait mieux. La prochaine pièce, le prochain rapport, elle ne céderait pas. Et puis il y avait eu le lot 318, le foulard de soie. Elle l'avait examiné avec toute l'attention qu'elle donnait à chaque pièce, c'est-à-dire beaucoup. 4 jours de travail minutieux, des analyses de fibres, des relevés de texture sous loupe binoculaire, la consultation de références bibliographiques sur les ateliers lyonnais et vénitiens du XVIIIe siècle dont Hugo affirmait que le foulard était issu. Et à la fin de ces 4 jours, elle avait conclu avec une certitude professionnelle qu'elle qualifiait elle-même d'élevée, que l'attribution proposée ne tenait pas. Que la pièce pouvait avoir de la valeur, mais pas celle-là, pas avec cette origine-là, pas sans analyse supplémentaire qu'elle ne pouvait pas faire seule dans ce cabinet. Elle avait écrit son rapport. Elle l'avait donné à Hugo. Il l'avait lu. Il avait dit que c'était trop prudent, que le marché n'attendrait pas, que leurs finances communes avaient besoin de cette transaction, que ses scrupules lui faisaient dépasser les bornes de ce qui était nécessaire. Et il avait produit cette 2e version, qu'il avait rédigée lui-même, avec sa propre compréhension du vocabulaire technique qu'elle lui avait appris au fil des années, et il avait mis son nom à elle en bas. Attendant. Elle lui avait dit non, plusieurs fois. Il avait dit que c'était une décision commerciale, pas éthique. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas distinguer les deux dans ce cas précis. Il avait dit qu'elle était émotionnellement attachée à ces pièces d'une façon qui nuisait à leur travail commun. Elle avait dit que son attachement à ces pièces s'appelait sa compétence. Et elle était retournée dans son cabinet, encore et encore, à examiner le foulard, à regarder ses propres notes, à tenir sa propre vérité dans ses mains, à sentir qu'elle n'avait pas tort, mais à ne plus tout à fait savoir si elle avait le droit de ne pas céder. Voilà ce que le rouge sur ses mains représentait. Pas une blessure, un combat intérieur, professionnel, solitaire, mené dans un espace de quelques mètres carrés, avec pour seule arme la certitude de savoir ce qu'elle savait. Quand elle a fini de me raconter ça, nous nous sommes tus toutes les deux un long moment. Adèle s'était endormie sur le canapé du cabinet, une vieille couverture de laine tirée jusqu'au menton, son souffle régulier dans le silence de la maison. La pluie avait cessé. Quelque part dehors, une gouttière égouttait les dernières gouttes dans une cour. Et moi, je tenais dans ma tête quelque chose de lourd et d'inconfortable que je dois vous dire maintenant, parce que c'est la vérité de cette nuit-là. Ma culpabilité. Pas la culpabilité de ce que j'avais fait, celle de ce que je n'avais pas vu. Je dois m'arrêter ici une seconde. Ce que Véronique m'a dit cette nuit-là, je l'ai porté longtemps avant de pouvoir en parler. Si vous êtes avec moi, si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous regardez sans vraiment voir, vous comprendrez ce que je veux dire.
Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'ici. Et si vous regardez ça de loin, d'une autre ville, d'un autre pays, dites-le moi aussi. Laissez un like si vous sentez que cette histoire vous dit quelque chose de vrai. Abonnez-vous parce que je reviens chaque jour avec une histoire nouvelle. Et celle-ci n'est pas finie. J'ai grandi à Cholet, à 40 km d'Angers, dans une famille de tisserands. Mon père travaillait dans un atelier de mouchoirs, ma mère cousait à domicile pour compléter le salaire. J'ai appris à tenir une aiguille avant de savoir écrire mon nom en entier. C'était une enfance de mains occupées et de bouches économes. On ne parlait pas beaucoup, on faisait. Les émotions existaient, mais elles trouvaient leur expression dans les gestes plutôt que dans les mots. Il y avait une règle non dite dans cette maison de Cholet. On ne s'ingérait pas dans la vie des autres, même quand les autres étaient de la famille, même quand on voyait quelque chose qui n'allait pas. La discrétion était une vertu cardinale, juste après le travail et avant la religion. On était présent, on aidait quand on était demandé, mais on ne forçait pas les portes. On attendait qu'on vous ouvre. J'avais transmis ça à Véronique sans m'en apercevoir. Cette façon d'attendre. Cette façon de respecter l'espace privé d'une fille adulte, même quand quelque chose dans sa voix de dimanche matin vous disait que tout n'allait pas. J'avais pensé que je respectais son autonomie. Je comprenais maintenant que j'avais aussi respecté l'invisibilité de ce qui lui arrivait. Il y avait eu des signes. Je les voyais tous maintenant, alignés dans ma mémoire avec la clarté cruelle de l'après. Les congrès auxquels elle n'allait plus, les collègues dont elle ne parlait plus. Le fait qu'elle répondait « nous faisons » quand on lui demandait comment allait son travail, « nous, jamais je ». La façon dont Hugo finissait ses phrases dans les repas de famille, une façon si naturelle, si intégrée, qu'on avait fini par trouver ça charmant, cette complicité apparente, ce couple qui se complétait si bien. J'avais trouvé ça charmant. Voilà ce que j'avais fait. J'avais regardé les signes et je les avais habillés d'une interprétation agréable, parce que l'interprétation désagréable demandait quelque chose que je n'étais pas prête à faire. Entrer dans la vie de ma fille par la porte que personne ne m'avait ouverte. Poser les questions qu'on ne pose pas parce que les réponses pourraient tout changer. Maurice, lui, avait posé une question une fois. C'était lors d'un repas de Noël, il y a peut-être 6 ans. Il avait regardé Véronique un long moment, puis il avait dit, à voix basse, de la façon qu'il avait de dire les choses importantes sans les dramatiser. Il avait dit « Tu es heureuse, Véronique. Pas une question d'usage, une vraie question, avec ce point final qui n'était pas un point, mais une attente. » Et Véronique avait souri et avait dit bien sûr « Papa ». Et Maurice n'avait pas insisté, et moi je n'avais pas insisté. Et nous avions continué le repas. Maurice était mort 2 ans après ce Noël-là. Et je m'étais dit, des fois, en rangeant ses affaires, en triant ses outils de menuisier et ses livres de classe et ses chemises soigneusement pliées, je m'étais dit qu'il avait peut-être vu quelque chose ce soir-là que nous n'avions pas voulu voir avec lui. Dans le cabinet rue Toussaint, cette nuit de mars, j'ai tenu la main de Véronique longtemps après qu'elle se soit tue. Et j'ai pensé à Maurice. Et j'ai pensé que si j'avais une chose à réparer dans cette histoire, c'était d'abord ça, d'être là. Vraiment là. Pas en attendant qu'on m'ouvre la porte, en étant déjà à l'intérieur. Le lendemain matin, j'ai trouvé sur l'établi, à côté des documents que j'avais rangés la veille, quelque chose que je n'avais pas remarqué dans la confusion de l'arrivée. Une caisse en carton, de format moyen, étiquetée de l'écriture de Véronique. Bobine numérotée. Lot 318. Et sous l'étiquette, collée à l'intérieur du couvercle, une chose petite, précise, qui m'a arrêté net quand j'ai ouvert la caisse. Un échantillon de soie rouge. Rouge de Garance, exactement la même teinte que les marques sur le tablier. Découpé en rectangle de 4 cm sur 6, cousu sur un carton d'archivage blanc avec 2 points de fil de coton. Et dans le coin inférieur du carton, écrit au stylo à encre noire avec l'écriture minuscule et droite de Véronique. Lot 318. Hôtel des Ventes, Loire-Anjou. Rue Plantagenet, numéro 9. Un témoin matériel. Un échantillon prélevé sur la pièce, conservé selon les règles de l'archivage professionnel, avec sa référence. Une preuve que Véronique avait travaillé sur ce foulard, qu'elle en avait examiné les fibres, qu'elle avait consigné ses conclusions dans un document qui existait et qui était daté.
Une preuve qu'elle avait constituée elle-même, peut-être sans se dire explicitement qu'elle en aurait besoin, peut-être avec cet instinct de restauratrice qui sait qu'on documente tout parce que la matière ne ment pas même quand les gens mentent. J'ai pris cet échantillon entre mes doigts. La soie était réelle, ancienne, avec ce toucher particulier des soieries qui ont traversé du temps, cette façon d'être à la fois ferme et mouvante, dense et légère. Et la couleur, ce rouge de Garance, qui ne vieillit pas de la même façon que les rouges de synthèse, qui garde quelque chose de vivant dans sa teinte même après des siècles, cette couleur-là me disait quelque chose que je savais depuis toujours, mais que je redécouvrais. Les matières ne mentent pas. 41 ans de broderie, 41 ans à écouter le tissu avec les doigts. Et voilà que ce matin-là, dans le cabinet de restauration de ma fille, une pièce de soie rouge me rappelait pourquoi j'avais choisi ce métier. Pas pour la beauté en soi, pour ça. Pour cette impossibilité fondamentale du mensonge dans la matière. Un fil dit ce qu'il est. Une fibre dit d'où elle vient. Une couleur dit comment elle a été faite. On peut écrire n'importe quoi sur un document. On peut reformuler, atténuer, présenter autrement. Mais le tissu, lui, reste ce qu'il est. Et quelqu'un qui sait lire le tissu saura toujours. Véronique savait lire le tissu. Hugo avait essayé de lui faire écrire autre chose que ce que le tissu lui disait. Et elle avait résisté. Seule, silencieusement, avec du rouge sur les mains et des initiales cousues sous la barrette du tablier, elle avait résisté. Je ne savais pas encore exactement comment l'aider. Je ne savais pas encore quels seraient les prochains jours, les prochaines conversations, les prochaines décisions difficiles. Mais je savais une chose avec la certitude de mes 78 ans et de mes 41 ans de métier. Cette résistance-là méritait qu'on la soutienne. Et cette fois, je ne resterai pas à attendre qu'on m'ouvre la porte. Véronique est entrée dans la cuisine vers 7 heures du matin, encore en cardigan, les cheveux défaits, avec cette façon d'occuper l'espace qui était la sienne quand elle n'avait pas encore remis le masque de la journée. Elle a rempli 2 tasses de café sans parler. Elle m'en a tendu une. Nous nous sommes regardés au-dessus du bord des tasses. Puis elle a dit quelque chose que je porterai jusqu'à la fin de ma vie. Elle a dit « Maman, je n'ai pas mal aux mains. J'ai mal de voir mon nom servir à dire le contraire de ce que je sais. » Il n'y avait rien à ajouter à ça. C'était dit entièrement, précisément, avec la rigueur de quelqu'un qui a travaillé longtemps sur les mots justes. J'ai posé ma tasse. Je lui ai dit que son nom était à elle, qu'il n'appartenait pas à une stratégie commerciale, qu'il n'appartenait pas à un catalogue de vente, qu'il lui appartenait, à elle, et qu'elle avait le droit de décider ce qu'il disait. Elle a hoché la tête, lentement, avec ce mouvement particulier de quelqu'un qui entend une chose qu'il savait déjà, mais qui avait besoin de l'entendre dit par une autre voix que la sienne. Hugo est descendu à 8h moins 10. Il nous a trouvés à la table de la cuisine avec nos tasses et nos silences. Il a pris un café debout, au comptoir, et il nous a regardés avec cette façon qu'il avait d'évaluer une situation sans montrer qu'il l'évalue. Puis il a dit à Véronique que le responsable de l'hôtel des ventes rappelait dans la journée et qu'il faudrait lui donner une réponse sur le lot 318. Véronique a dit qu'elle lui répondrait elle-même. Ce n'était pas grand-chose, comme phrase. 4 mots. Elle lui répondrait elle-même. Mais la façon dont elle l'a dit, avec ce calme particulier de quelqu'un qui a décidé quelque chose pendant la nuit et qui a décidé de le tenir, cette façon-là a produit dans la cuisine un silence qui était différent du silence habituel de cette maison. Hugo a posé sa tasse. Il a dit que c'était bien, qu'il passerait lui aussi dans la matinée pour coordonner les éléments. Véronique a dit que ce ne serait pas nécessaire, qu'elle connaissait le dossier mieux que personne, que c'était son rapport. Hugo a ouvert la bouche, puis il l'a refermée. Il y a des moments où un homme suffisamment intelligent comprend que le terrain sous ses pieds vient de changer, même s'il ne sait pas encore exactement comment ni pourquoi. Ce matin-là, dans cette cuisine, devant sa femme et sa belle-mère, Hugo Masson a eu l'air, pour la première fois depuis que je le connaissais, de quelqu'un qui ne contrôle pas complètement ce qui se passe. C'était un début. Adèle s'est réveillée peu après. Elle a mangé des tartines debout dans le couloir, avec son téléphone et son sac, prête à partir pour son cours.
Avant de partir, elle est venue me trouver dans le cabinet où je regardais encore l'échantillon de soie rouge. Elle m'a regardé, puis elle a regardé l'échantillon, puis elle m'a dit « Tu as compris quelque chose, mamie ? Pas une question, une constatation. » J'ai dit oui. J'ai compris quelque chose. Plusieurs choses, dont une que je n'aurais pas dû mettre aussi longtemps à comprendre. Elle m'a embrassé la joue et elle est partie. Et ses pas dans le couloir avaient une légèreté qui n'était pas là la veille, quand elle était montée dans ma voiture, rue Le Nepveu, avec le rouge de sa mère, sur la question qu'elle ne pouvait plus garder pour elle seule. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro d'une personne que je n'avais pas appelée depuis plusieurs mois. Une personne dont je savais qu'elle connaissait le domaine de la restauration textile mieux que la plupart. Une personne dont le nom était, dans le milieu des conservateurs angevins, associé à une intégrité professionnelle sur laquelle Hugo Masson n'aurait aucune prise. Madame Laure Gilbert. 64 ans. Experte indépendante en conservation textile. Atelier Saint-Aubin, rue Saint-Aubin, numéro 52. Le téléphone a sonné 2 fois, et au 3e coup, elle a répondu. Laure Gilbert a une voix qui ressemble à ses mains. Je ne l'avais jamais formulée ainsi avant ce matin-là, mais c'est la première chose qui m'est venue quand elle a décroché. Une voix solide, économe, avec cette qualité des personnes qui choisissent leurs mots comme elles choisissent leurs outils. Chaque mot à sa place. Rien en trop. Mireille, elle a dit, ça fait longtemps. Trop longtemps, j'ai répondu. Et j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Il y a eu une pause. Pas d'hésitation. Une pause de quelqu'un qui écoute déjà avant même que vous ayez commencé. Je suis à l'atelier jusqu'à midi, elle a dit. Venez quand vous voulez. Avant de partir rue Toussaint, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans cette maison en 24 ans. J'ai demandé à Véronique si je pouvais emporter le premier rapport. Celui qu'elle avait écrit. Celui qui disait la vérité. Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a sorti la chemise Kraft de la caisse et me l'a donnée avec les 2 mains, comme on donne quelque chose de précieux à quelqu'un en qui on a décidé de faire confiance entièrement. J'ai glissé la chemise dans mon sac. J'ai boutonné mon manteau. Et je suis sortie par la porte des fonds d'eau dans la lumière froide du matin d'Angers. La rue Saint-Aubin est à 10 minutes à pied de la rue Toussaint si on passe par le marché couvert, un peu plus si on longe la cathédrale. J'ai choisi la cathédrale. J'avais besoin de ce trajet-là, de ces pierres-là, de ce silence particulier que fait une façade romane sous un ciel encore blanc de nuages. J'avais besoin de marcher lentement et de réfléchir à ce que j'allais dire. Ce que je savais, c'est ceci. Véronique avait produit un rapport technique qui contredisait l'attribution proposée pour le lot 318. Hugo avait produit une version alternative de ce rapport, avec son nom à elle, et attendait qu'elle le valide. Elle avait refusé de le signer. Il avait maintenu la pression. Et cette pression durait depuis assez longtemps pour que sa propre fille adulte commence à compter les fois où elle sortait d'une pièce avec du rouge sur les mains. Ce que je ne savais pas encore, c'est l'étendue exacte de la situation. Si c'était la première fois ou non. Si d'autres pièces avaient déjà transité par cette mécanique-là, avec les mots de Véronique mis au service d'attribution qu'elle n'avait pas pleinement validé. Si le lot 318 était un cas isolé ou l'aboutissement d'un glissement long. C'est pour ça que j'allais voir Laure Gilbert. Pas pour lui demander de régler le problème à notre place. Pour comprendre ce que je ne comprenais pas encore. Et pour savoir si une experte indépendante pouvait examiner la pièce et produire une évaluation qui n'appartienne à personne d'autre qu'à la vérité. L'atelier Saint-Aubin est une ancienne imprimerie reconvertie, au rez-de-chaussée d'un immeuble en tuffeau, dont les fenêtres donnent sur une cour intérieure plantée de 2 acacias. La porte est en verre dépoli, avec un nom peint à la feuille d'or, sobre, sans fioriture. Gilbert. Conservation et expertise textile. Une plaque de laiton à côté avec les horaires. J'ai sonné à 9h20. Laure Gilbert a 64 ans et la stature d'une femme qui a passé sa vie à se tenir droite devant des établis hauts. Grande, les cheveux gris coupés courts, un tablier de travail beige sur une chemise blanche, des lunettes de lecture relevées sur le front. Nous nous connaissions depuis des années, depuis les ateliers professionnels où nos mondes se croisaient occasionnellement, le monde de la broderie et celui de la conservation. Nous ne nous voyions pas souvent,
Mais nous avions l'une pour l'autre ce respect particulier que les gens de métier ont entre eux. Un respect qui n'a pas besoin d'être souvent nourri pour rester solide. Elle m'a fait entrer dans le fond de l'atelier, là où les tables de travail sont couvertes de pièces en cours d'examen, de loupes binoculaires, de classeurs d'échantillons. Elle a dégagé 2 tabourets hauts et m'a servi un café dans une tasse sans soucoupe, comme on sert le café aux gens avec qui on ne fait pas de cérémonie. J'ai posé la chemise Kraft sur la table et je lui ai tout expliqué. Pas dans l'ordre parfait, parce que les choses importantes se racontent rarement dans l'ordre parfait, mais avec tous les éléments. Véronique. Le lot 318. Le premier rapport, la deuxième version. Les initiales cousues sous le tablier. L'échantillon de soie rouge dans la caisse numérotée. La question d'Adèle dans ma voiture sous la pluie. Laure Gilbert m'a écouté sans m'interrompre. C'est rare. C'est précieux. Quand j'ai fini, elle a tendu la main vers la chemise et l'a ouverte. Elle a lu les 2 versions du rapport avec la même attention, la même lenteur, les yeux qui se plissaient légèrement sur certains passages, les doigts qui ne touchaient pas les pages, mais qui les accompagnaient dans l'air, comme si elle lisait aussi avec les mains. Puis elle a posé les documents, et elle a dit une chose simple. Elle a dit « Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de pièces qui passent par maçon avec des attributions discutables. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la surprise, de la confirmation. Il y a une différence, et la confirmation est parfois plus difficile à porter que la surprise. » Elle a continué. Prudemment, parce que Laure Gilbert était quelqu'un qui ne disait pas ce qu'elle ne pouvait pas prouver. Elle m'a dit qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, 2 collègues à elle, des experts indépendants qui travaillaient dans le circuit des ventes régionales, avaient relevé des attributions sur des pièces du marché Loire-Anjou qui leur avaient paru fragiles. Pas clairement fausses. Fragiles. Du genre qu'on hésite à contester parce que l'expertise qui les accompagnait portait un nom sérieux, et que contester un nom sérieux sans preuve solide dans ce milieu coûte plus cher à celui qui conteste. Un nom sérieux, celui de Véronique. J'ai posé mes mains à plat sur la table. C'est ce que je fais quand j'ai besoin de sentir quelque chose de stable sous moi. La surface en bois de l'établi de Laure était froide et lisse, avec cette qualité des bois de travail qui ont absorbé des années de gestes précis et de matières patiemment examinées. Ma fille n'avait pas signé ces rapports-là en sachant qu'ils étaient faux. J'en étais certaine. Ce que je voyais, c'est quelqu'un dont la signature avait progressivement été utilisée dans un espace qu'elle contrôlait de moins en moins, dont les concessions graduelles avaient de créer un précédent, dont le nom était devenu, à son insu ou presque, une caution pour des transactions qu'elle n'avait pas pleinement validées. Et le lot 318 était le moment où elle avait dit non, vraiment non, après avoir dit non plusieurs fois d'une façon moins ferme et s'être laissée convaincre. Laure m'a regardé par-dessus ses lunettes relevées. Elle a dit « Si elle veut que quelqu'un examine le foulard de façon indépendante, je peux le faire. Officiellement. Avec un rapport daté et signé. Ça prend quelques jours, mais ça produit quelque chose qu'on peut mettre sur une table. » J'ai dit « C'est exactement ce dont elle a besoin. » Laure a hoché la tête. Puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a arrêté. Elle a dit « Mireille, elle va devoir retirer formellement sa signature du 2e rapport avant que la vente soit actée. Si la pièce part sans ça, ça devient beaucoup plus compliqué à défaire. Je savais ça. Mais l'entendre dit par quelqu'un d'autre, avec cette précision technique et cette absence de dramatisation, ça donnait à la chose son vrai poids. Il y avait un calendrier, un délai, une décision que Véronique devait prendre avant que le marché avance sans l'attendre. Je suis repartie de chez Laure Gilbert avec son numéro de téléphone direct, une date provisoire pour l'examen de la pièce et une certitude que je n'avais pas en arrivant. Nous n'étions pas seuls. Je savais encore ce que je devais faire maintenant. Retourner rue Toussaint, parler à Véronique, pas la convaincre, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire, lui donner les outils pour le faire. Je remontais la rue Saint-Aubin vers le centre quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu par habitude. C'était Hugo. Sa voix avait quelque chose de différent de ce matin à la cuisine. Plus tendue sous le poli, comme un tissu qu'on a trop tiré sur la trame et qui commence à montrer ses fils. Il m'a dit qu'il pensait que nous devrions parler, lui et moi, seuls,
qu'il comprenait mon inquiétude pour Véronique, que c'était naturel, que je l'aimais et que je voulais la protéger, mais qu'il y avait des aspects de leur situation professionnelle et financière commune que je ne connaissais pas entièrement. Des engagements pris, des relations à maintenir, des choses complexes que Véronique elle-même ne mesurait pas toujours dans leur totalité parce qu'elle se concentrait sur le technique et pas sur le commercial. Il parlait comme quelqu'un qui essaie de replacer les frontières d'une conversation pour qu'elle se déroule sur son terrain. J'ai laissé Hugo finir, puis j'ai dit quelque chose de court. J'ai dit que je comprenais qu'il avait des engagements commerciaux, et que je comprenais aussi que la signature de Véronique sur un document technique appartenait à Véronique, pas au commercial, pas à moi, pas à lui. Silence. Puis il a dit que j'interprétais les choses de façon trop simpliste. J'ai dit que peut-être c'était l'avantage des vieilles femmes. On avait assez vécu pour se permettre de simplifier. Il a raccroché. Cela m'a dit quelque chose d'utile. Hugo était inquiet. Pas en colère, pas encore. Inquiet. Il calculait. Il cherchait comment reprendre la main. Et le fait qu'il m'ait appelé moi, et non pas Véronique, me disait qu'il avait compris que quelque chose avait changé dans l'équilibre de cette maison depuis la veille au soir. Que la belle-mère qu'il avait toujours traitée avec une politesse distante et bienveillante était maintenant sur un terrain qu'il ne contrôlait pas. Bien. Si vous êtes encore là avec moi, si vous avez quelqu'un dans votre vie pour qui vous auriez dû parler plus tôt et pour qui vous ne savez pas encore comment le faire, dites-moi où vous en êtes. Dans les commentaires. Juste un mot ou deux. Je les lis tous. Et si cette histoire vous donne quelque chose, un peu de courage, un peu de clarté, laissez un like. Abonnez-vous si vous voulez savoir comment cette nuit de mars s'est terminée. Parce que nous n'en sommes qu'à la moitié. Et ce qui vient ensuite, je n'aurais pas pu le prévoir. Quand je suis rentrée rue Toussaint en milieu de matinée, Véronique était dans le cabinet. Debout cette fois, pas assise par terre. Elle avait remis un tablier propre, les cheveux relevés, et elle examinait le foulard du lot 318 sous sa loupe binoculaire avec cette concentration absolue qu'elle avait quand elle travaillait vraiment, cette façon de disparaître dans la matière qu'elle regardait et d'oublier tout le reste. Elle a levé les yeux quand j'ai posé le sac. Je lui ai parlé de Laure Gilbert, de ce qu'elle m'avait dit, de l'expertise indépendante possible, de la nécessité de retirer formellement sa signature du deuxième rapport avant que la vente soit actée. Véronique a écouté sans m'interrompre, comme Laure la veille. Je me suis dit que c'était peut-être une qualité des gens de métier sérieux, cette façon d'écouter complètement avant de répondre. Puis elle a dit « Je l'ai appelé ce matin, le responsable de l'hôtel des ventes Loire-Anjou. Je lui ai demandé de suspendre le lot 318 pendant 15 jours, le temps d'une vérification complémentaire. Il a demandé si c'était une décision de notre cabinet. J'ai dit que c'était une décision de Véronique Larocque, restauratrice. Elle avait dit « Larocque, pas maçon, Larocque ». Je n'ai rien dit. Mais quelque chose s'est déposé dans ma poitrine, comme se dépose une pièce de soie qu'on pose doucement sur un tissu de fond. Avec précision, avec soin, à sa place exacte. Elle a continué. Elle m'a dit que le responsable avait eu un moment d'hésitation, puis avait dit que c'était possible si la demande était confirmée par écrit. Que 15 jours, c'était envisageable. Qu'il allait vérifier avec les autres parties concernées. Avec les autres parties concernées, c'est-à-dire Hugo. Hugo qui ne savait pas encore que Véronique avait fait cet appel. Hugo qui pensait probablement que sa conversation avec moi ce matin l'avait mise en position de négocier, de temporiser, de trouver un terrain d'entente. Hugo qui allait découvrir dans la journée que sa femme avait agi seule, avec son nom à elle, en prenant une décision professionnelle sans le consulter. Comme il le faisait, lui, depuis des années. Il y avait dans cette maison, ce matin-là, une tension de la sorte qu'on ne voit pas, mais qu'on sent dans l'air, comme on sent l'orage avant qu'il arrive. Pas de violence, pas de cris, rien d'extérieur. Une tension intérieure, silencieuse, faite de décisions prises et de décisions à venir, de paroles dites la veille et de paroles qui allèrent devoir être dites encore. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais acceptées dans cette maison sans les questionner. Les réunions auxquelles Véronique n'était pas invitée alors qu'il s'agissait de son expertise.
Les fois où Hugo avait répondu à sa place dans les dîners en famille avec une assurance si naturelle que personne, moi y compris, n'avait pensé à trouver ça étrange. La façon dont il parlait d'elle en termes commerciaux, son capital de réputation, la crédibilité qu'elle apportait au cabinet, comme si elle était un atout dans un portefeuille plutôt qu'une personne avec une conscience et un nom. J'avais entendu tout ça. Et j'avais compris les mots sans entendre ce qu'il disait. Il y a une chose que l'âge apprend, si on a la chance d'avoir vieilli en regardant bien. C'est que les formes de disparition les plus difficiles à voir sont celles qui se produisent dans l'élégance. Dans le confort. Dans les maisons belles et les vies qui ressemblent à ce qu'on voulait qu'elles soient, les disparitions bruyantes, on les entend. Les disparitions douces, celles qui se font par petites concessions successives dans des pièces bien décorées, celles-là ont besoin d'un regard qui accepte de regarder vraiment. Pas de loin, de près. Je n'avais pas regardé de près. Vers 11 heures, Hugo est rentré. Il avait dû appeler l'hôtel des ventes depuis l'extérieur parce qu'il avait cet air particulier de quelqu'un qui vient de recevoir une information qu'il ne s'attendait pas à recevoir et qui cherche comment l'intégrer dans ce qu'il avait prévu. Il est entré dans le cabinet. Il a regardé Véronique. Il a regardé les 2 documents posés sur l'établi. Il a regardé le foulard sous la cloche de verre où Véronique l'avait remis après son examen du matin. Puis il a dit « Tu leur as parlé sans me consulter. » Véronique a posé sa loupe. Elle s'est tournée vers lui. Elle a dit « C'est mon rapport, ma signature, ma décision. » Hugo a dit que c'était leur cabinet, leur travail commun, leur réputation à tous les deux, que ce genre de décision se prenait ensemble, que suspendre une vente sans concertation créait des problèmes avec des partenaires qu'il avait mis des années à construire, que Véronique ne voyait pas la totalité du tableau. J'étais dans le couloir. Je n'étais pas entré dans le cabinet. Il n'était pas nécessaire que j'entre. Ma présence dans cette maison était suffisante. La présence de quelqu'un qui savait maintenant, qui avait les documents, qui avait l'adresse de Laure Gilbert et son numéro direct, qui avait passé la nuit là et qui ne repartait pas en faisant semblant de ne rien avoir compris. Véronique a répondu à Hugo, calmement, avec les mots exacts. Elle a dit qu'elle voyait très bien le tableau, qu'elle le voyait même mieux que lui depuis quelques jours, et que ce qu'elle voyait, c'est que son nom avait été utilisé pour dire des choses qu'elle n'avait pas dit, pour valider des attributions qu'elle n'avait pas validées, pour donner une crédibilité professionnelle à des décisions qui n'avaient pas été les siennes. Elle a dit ça comme elle aurait dit un résultat d'analyse. Posément, sans tremblement dans la voix. Et Hugo, pour la première fois depuis que je l'observais dans cette maison depuis 24 ans, n'a pas eu de réponse immédiate. Voilà. L'automne précédent, j'avais pensé que Véronique était simplement fatiguée. L'hiver, j'avais pensé qu'elle traversait une période difficile, que j'avais tort d'amplifier. Le printemps, je l'avais vue moins souvent, et je m'en étais voulu à mots couverts, sans vraiment changer quoi que ce soit. Et maintenant, nous étions en mars, sous la pluie d'Angers, dans cette maison étroite près du musée des Beaux-Arts, et ma fille était debout dans son cabinet, en train de dire la vérité à voix haute pour peut-être la première fois sans que quelqu'un l'interrompe pour lui expliquer qu'elle avait mal compris. Je suis entré dans le cabinet. Je n'ai rien dit d'abord. Je me suis approché de l'établi. J'ai pris le foulard du lot 318, doucement, avec les précautions qu'on a avec les soieries anciennes, et je l'ai tenu dans la lumière de la fenêtre. Cette lumière blanche d'Angers, sous les nuages, qui révèle les fibres sans les agresser. Et j'ai regardé. La soie était belle, ancienne, sans doute possible. Avec cette façon particulière de boire la lumière que les soies du XVIIIe ont, une absorption progressive qui donne l'impression que le tissu respire. Rouge, nuancé, avec des fils de trame légèrement différents sur 2 zones que l'œil non exercé ne verrait pas. 2 zones différentes, des retouches, du travail de restauration. J'ai regardé Véronique. Elle a dit « Exactement. C'est ça que mon rapport dit. Les retouches ont été faites avec des techniques et des matériaux incompatibles avec l'atelier d'origine revendiqué. Ce qui signifie soit que la pièce a été restaurée après l'époque alléguée, soit que l'attribution est incorrecte. Les 2 cas nécessitent une expertise complémentaire avant toute mise en vente. Hugo a dit que tous les textiles anciens avaient des restaurations, que c'était normal, que les acheteurs le savaient.
J'ai dit, sans quitter le foulard des yeux. Une restauration déclarée, oui. Une restauration qui contredit l'attribution sans être déclarée, c'est autre chose. J'ai posé le foulard. J'ai regardé Hugo. Et j'ai dit la seule chose que j'avais à dire à cet homme depuis la veille au soir. J'ai dit. Une signature n'est pas une décoration. C'est une conscience écrite. Hugo m'a regardé. Véronique m'a regardé. Adèle, qui était rentrée de son cours sans que je l'entende et qui se tenait dans l'encadrement de la porte, m'a regardé aussi. Et dans cette pièce qui sentait la cire et le pigment ancien et la soie du temps et la pluie d'Angers, quelque chose s'est posé définitivement. Les 15 jours que Véronique avait demandé à l'hôtel des ventes Loire-Anjou n'étaient pas 15 jours de calme. C'étaient 15 jours de travail silencieux et précis, le genre de travail qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui change tout ce qui vient après. Je suis rentrée chez moi, rue Saint-Lô, le soir du 2e jour. Pas parce que c'était fini, parce que Véronique avait besoin que cette maison redevienne la sienne. Qu'elle puisse exister dans ses propres espaces sans la présence constante de sa mère, aussi bien intentionnée soit cette présence. Je l'avais compris à la façon dont elle m'avait regardé en disant bonsoir ce soir-là, avec quelque chose d'ouvert et de ferme en même temps. Merci d'être là. Et aussi, je peux continuer seule maintenant. Je suis rentrée avec le numéro de Laure Gilbert dans mon téléphone, l'échantillon de soie rouge dans ma poche et une certitude nouvelle que j'avais mise trop longtemps à acquérir et que je n'allais pas remettre dans son tiroir. Chez moi, rue Saint-Lô, je me suis assise à la table de la salle à manger où j'avais autrefois travaillé sur les commandes les plus délicates, à la lumière de la lampe que Maurice m'avait achetée pour mes 50 ans, une lampe à col de cygne que j'ai toujours gardée parce que sa lumière est exactement celle dont les vieux yeux ont besoin pour travailler les fils fins. Et j'ai réfléchi à ce que je savais, à ce qui manquait encore, à ce que Véronique allait devoir traverser dans les prochains jours, les prochaines semaines, aux conséquences d'une décision professionnelle prise contre l'avis de son mari, aux dynamiques d'une vie commune dans laquelle quelque chose d'essentiel avait été distordu progressivement, tellement progressivement que même la principale concernée avait mis du temps à trouver les mots. J'avais 78 ans. J'avais traversé le deuil de Maurice, les difficultés des premières années à Angers, les incertitudes financières de ma reconversion tardive, les maladies mineures et les douleurs qui accompagnent l'âge avec une insistance de bonne aloi. J'avais traversé les silences de famille et les réconciliations longues à venir et les erreurs qu'on ne peut pas défaire mais qu'on peut regarder en face. Tout ça m'avait appris une chose, que la plupart des situations impossibles ont une porte, pas toujours la porte principale. Parfois une porte latérale, plus petite, qu'on ne voit que si on a accepté de chercher ailleurs que droit devant. La porte, dans cette situation, c'était Laure Gilbert et son expertise indépendante. C'était la demande de suspension du Léland. C'était le premier rapport de Véronique, daté, signé, existant, irremplaçable parce qu'il disait la vérité que quelqu'un avait voulu atténuer. Et c'était Adèle, 29 ans, qui avait vu avant tout le monde et qui avait eu le courage de monter dans ma voiture et de poser la question que personne d'autre ne posait. Le lendemain matin, j'ai appelé Véronique. Elle m'a dit que Laure Gilbert était passée la veille au soir, qu'elle avait examiné le foulard pendant 2 heures, qu'elle avait pris des photographies, des échantillons de fibres autorisés pour analyse, et qu'elle avait dit à Véronique, en partant, qu'elle reviendrait dans 5 jours avec un rapport préliminaire. Elle m'a dit aussi qu'Hugo était rentré tard, qu'ils avaient peu parlé, que l'atmosphère dans la maison était celle de 2 personnes qui savent qu'une conversation importante est inévitable et qui n'en ont pas encore trouvé le moment. J'ai dit « Tu as besoin de quelque chose ». Elle a dit « J'ai besoin que tu me fasses confiance pour gérer ça à mon rythme ». J'ai dit « Je te fais confiance, depuis toujours. Je l'avais juste oublié de te le montrer ». Un silence. Puis elle a dit « Merci, maman ». Et dans ce merci-là, il y avait toutes les nuances que les mots simples portent quand ils viennent du bon endroit. Les 5 jours suivants, j'ai occupé mes mains. C'est ce que je fais quand ma tête tourne. Je brodais un apron que j'avais commencé avant l'hiver et que j'avais laissé de côté sans raison précise. Un point de croix simple sur lin écru, des motifs floraux inspirés d'un modèle que ma mère utilisait à Cholet, rien d'extraordinaire. Mais les mains qui travaillent la matière font quelque chose à la tête. Elles l'ancrent. Elles lui rappellent que les choses peuvent être défaites
et refaites, que les erreurs de points se corrigent à condition de les voir à temps, que la patience n'est pas de l'immobilité, mais une forme d'action silencieuse. Adèle passait me voir certains soirs en rentrant de l'Institut des métiers d'art. Elle s'asseyait en face de moi avec un café et elle me racontait ses cours, les questions de conservation que ses professeurs posaient, les matières qu'elle apprenait à examiner avec ses mains autant qu'avec ses yeux. Et parfois elle me parlait de sa mère, de comment elle allait, de ce qu'elle observait de loin avec cette attention oblique qui était la sienne. Elle m'a dit un soir, « Tu sais ce que j'ai appris à l'Institut aujourd'hui, que les textiles anciens ne mentent pas, mais qu'ils peuvent se taire si on ne sait pas les interroger. » J'ai levé les yeux de mon apron. Elle a souri. C'est un peu ce qui se passait avec maman depuis longtemps, non. Tout le monde regardait la surface. Personne n'interrogeait le tissu. Elle avait 29 ans et elle parlait comme quelqu'un qui en avait 50 de plus. Ou peut-être que certaines personnes naissent avec la capacité de voir les fibres que les autres regardent sans les voir. Le 5e jour, Laure Gilbert a appelé Véronique avec son rapport préliminaire. Je suis allée rue Toussaint ce soir-là. Pas seule. Adèle était là aussi, arrivée directement de l'Institut avec son sac encore sur l'épaule. Laure Gilbert s'est assise à la table du cabinet, en face de Véronique, et elle a posé son rapport entre elles deux. Hugo n'était pas là. Il était sorti dans l'après-midi pour des rendez-vous dont il n'avait pas donné les détails. C'était peut-être intentionnel, peut-être pas. Peu importait. Le rapport de Laure Gilbert était de 9 pages, rédigé dans la langue technique précise de l'expertise textile professionnelle, avec des photographies en annexe et des références bibliographiques en fin de document. Je n'avais pas la compétence de Véronique pour en lire chaque détail, mais j'avais assez vécu dans les matières pour comprendre les conclusions. Les conclusions disaient ceci. Le foulard présenté comme lot 318 présentait des caractéristiques de restauration sur environ 22% de sa surface totale, réalisé avec des techniques et des matériaux identifiables comme postérieurs d'au moins 1 siècle à la période d'origine revendiquée. L'analyse des fibres non restaurées était cohérente avec une production de soie européenne ancienne, mais ne permettait pas d'établir avec certitude l'atelier d'origine spécifiquement revendiqué. En conséquence, l'attribution proposée dans le second rapport du dossier ne pouvait pas être soutenue par les éléments matériels disponibles, et une mise en vente avec cette attribution exposait les parties à un risque significatif d'information incorrecte de l'acheteur. 9 pages pour dire ce que Véronique avait dit en quelques paragraphes dans son premier rapport. Laure a regardé Véronique. Elle a dit « Ton rapport initial était exact. Il était même conservateur. Tu aurais pu aller plus loin dans tes conclusions. » Véronique a posé les 2 mains à plat sur la table. Elle a regardé les 9 pages pendant un long moment. Puis, elle a dit « Je savais que j'avais raison. Mais on finit par douter quand c'est la seule chose qu'on entend. » Laure a dit « C'est pour ça qu'on a besoin de regards extérieurs. » J'ai pensé à la veille au soir, dans mon appartement rue Saint-Lô, avec mon apron et mes mains qui travaillaient la matière pour ancrer ma tête. J'avais besoin d'un regard extérieur aussi. Celui d'Adèle dans la voiture sous la pluie, celui de Laure dans l'atelier Saint-Aubin. Cela m'avait dit ce que je n'arrivais plus à me dire seule. Si vous êtes encore là, si vous avez traversé quelque chose qui ressemble à ça de près ou de loin, je voudrais vous dire quelque chose. Vous n'aviez pas tort. Même si pendant longtemps tout le monde autour de vous semblait vous dire le contraire. Laissez-moi un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous, et si quelqu'un dans cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez. Appuyez sur le like si vous avez senti quelque chose en écoutant Véronique dire qu'on finit par douter quand c'est la seule chose qu'on entend. Abonnez-vous pour la suite, parce que nous ne sommes pas encore à la fin. Et la fin, je vous le promets, vaut d'être entendue jusqu'au bout. Hugo est rentré à 20h. Laure Gilbert était partie depuis 1 heure. Les 9 pages de son rapport étaient posées sur l'établi, avec les photographies en annexe, avec les références bibliographiques, avec les conclusions claires et datées, et signées d'une experte indépendante qui ne devait rien à personne dans cette maison. Il a vu les pages. Il a lu. Pas entièrement. Assez. Puis il a commencé à parler. Et j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis le début de cette histoire. Non plus le ton de quelqu'un qui explique, le ton de quelqu'un qui justifie. Il a dit que le marché fonctionnait ainsi,
que les attributions avaient toujours des marges d'interprétation, que les experts ne s'accordaient pas toujours et que c'était normal, que Lord Gilbert avait ses propres intérêts dans ce secteur et que son rapport n'était pas nécessairement neutre, que la pièce avait une valeur réelle quoi qu'il arrive, que les acheteurs de ce niveau savaient ce qu'ils achetaient. Véronique l'a laissé finir. Elle était debout à côté de l'établi, les bras légèrement croisés, pas défensive, juste stable. Comme quelqu'un qui s'est préparé à cette conversation depuis plusieurs jours et qui n'a plus besoin de se préparer davantage. Quand Hugo s'est arrêté, elle a dit une chose. Elle a dit « Hugo, je retire formellement ma signature du deuxième rapport. J'ai envoyé la demande écrite à l'hôtel des ventes Loire-Anjou ce matin. La suspension du lot 318 est confirmée pour 15 jours supplémentaires, le temps que les parties concernées décident de la marche à suivre. » Hugo a dit « Tu n'avais pas le droit de faire ça sans me consulter. » Véronique a dit « Si, mon nom, mon droit. » J'ai regardé Hugo dans ce cabinet où il était entré tant de fois avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait les règles du jeu parce qu'il les avait établies lui-même. Et je l'ai vu, peut-être pour la première fois vraiment, comme un homme qui avait construit quelque chose de solide en apparence sur un fondement qui était en train de céder. Pas un monstre, pas un criminel. Un homme qui avait appris à confondre ce qui lui appartenait et ce qui ne lui appartenait pas, qui avait pris l'expertise de sa femme comme une ressource naturelle, disponible, renouvelable à volonté, sans penser qu'une ressource naturelle avait aussi une conscience. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux que ça change? On a une vie commune, des finances communes. Tu ne peux pas séparer ton nom professionnel de notre réalité. » Et Véronique a répondu avec les mots qui ont fermé cette conversation. Elle a dit « Je ne veux pas séparer mon nom de notre vie. Je veux que mon nom dise ce que je sais être vrai. » Ce n'est pas une demande extraordinaire. Hugo a regardé autour de lui. Il a regardé les caisses de bobines, le foulard sous sa cloche de verre, les pages du rapport de l'or, les photographies en annexe. Il a regardé Adèle, debout près de la fenêtre. Il m'a regardé moi, assise sur le tabouret haut à côté de l'établi. Et il est sorti du cabinet. Ses pas dans le couloir étaient différents de ceux du matin du premier jour. Plus lents, plus lourds. Les pas d'un homme qui porte quelque chose qu'il va devoir poser quelque part et qui n'a pas encore décidé où. Nous sommes restés toutes les trois dans le cabinet pendant un long moment après qu'il soit sorti, sans parler. Avec le son de la ville d'Angers dehors, la pluie revenue sur les toits, le chien de la voisine qui aboyait 2 rues plus loin. Puis Adèle a dit « Maman ». Véronique a levé les yeux vers elle. Adèle a dit « La couleur sur tes mains, là, c'est du Garance. » Véronique a regardé ses mains. Il y avait encore une légère trace rosée sur la paume droite, résidu de la séance de travail du matin avec Laure. Elle a dit « Oui », Adèle a dit, « c'est ta couleur, pas celle qu'on t'impose. » Véronique a regardé sa fille pendant plusieurs secondes. Puis elle a souri. Pas un grand sourire, petit, précis. Le sourire de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose de juste au bon moment. Et moi, sur mon tabouret haut dans ce cabinet qui sentait la soie ancienne et la cire et le pigment rouge de Garance, j'ai senti quelque chose se défaire dans ma poitrine. Pas de la tristesse, de la libération. Cette sensation particulière de quand un poing serré depuis trop longtemps cède enfin et que le tissu reprend sa forme naturelle. Les jours qui ont suivi ont été ceux des décisions pratiques et des conversations nécessaires. Hugo et Véronique ont parlé, longuement, avec un avocat présent pour la partie professionnelle, parce que leur association commerciale avait des termes contractuels qui nécessitaient une médiation. Lord Gilbert a transmis son rapport au responsable de l'hôtel des ventes Loire-Anjou, officiellement, avec copie à Véronique. La pièce du lot 318 a été retirée de la vente pour expertise complémentaire indépendante. Hugo n'a pas accepté immédiatement. Il a contesté. Il a argumenté. Il a essayé plusieurs fois de reformuler les choses de façon à ce qu'elles paraissent moins graves qu'elles n'étaient. Et à chaque fois, il se heurtait à 9 pages de rapports indépendants, à un premier rapport daté de l'écriture de Véronique, à une demande de suspension formelle envoyée par elle directement, et à la présence dans ce dossier d'une belle-mère de 78 ans qui avait 41 ans de métier dans les mains et qui avait cessé, définitivement, d'attendre qu'on lui ouvre la porte.
Il ne pouvait pas négocier avec tout ça en même temps. Ce qui s'est passé ensuite avec Hugo et Véronique, leur vie commune, leurs finances, leur maison, c'est leur histoire. Pas la mienne à raconter. Je peux dire que Véronique n'a pas tout quitté en une nuit dans une scène de théâtre. Ce n'est pas la façon dont les vraies décisions se prennent. Elle a pris du temps. Elle a consulté. Elle a réfléchi à ce qu'elle voulait garder et à ce qu'elle ne pouvait plus accepter. Et ces réflexions-là, elle les a faites en grande partie seule, avec sa conscience et ses mains précises et son nom à elle, Larocque, cousu en initiales minuscules sous la barrette d'un tablier que personne d'autre n'avait remarqué. Ce que je sais, c'est qu'environ 3 semaines après cette nuit de mars, Véronique a reçu un appel du musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine, boulevard Arago, numéro 4. On lui demandait si elle accepterait d'intervenir dans le cadre d'une petite conférence pour des professionnels sur l'éthique dans la restauration textile et la différence entre valeur commerciale et vérité matérielle. Elle a dit oui, et cet appel, cette invitation, venait de Laure Gilbert, qui avait mentionné le nom de Véronique Larocque à l'équipe du musée, pas Masson, Larocque. Si vous êtes toujours là avec moi, si vous avez attendu de savoir comment cette histoire se termine, je veux vous demander quelque chose avant le dernier chapitre. Qui dans votre vie ressemble à Véronique? Quelqu'un dont la voix a été progressivement remplacée par une autre voix, si doucement que personne ne l'a vraiment remarqué. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu quelqu'un en écoutant cette histoire. Et si vous pensez que quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ça, partagez. Pas pour moi, pour cette personne-là. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une histoire nouvelle ici chaque jour, et celle de demain aussi a quelque chose de vrai à dire. Je vous retrouve pour le dernier chapitre, parce que la fin de cette histoire, c'est une salle de musée à Angers, un tablier lavé, et une sombra rosada sur le lin qui dit tout ce qu'il y a à dire. Le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine est un endroit qui ressemble à ce qu'on ressent quand on a survécu à quelque chose de difficile, et qu'on commence à comprendre ce que ça vous a appris. Sobre, précis, avec cette qualité particulière des espaces qui prennent les matières au sérieux, qui leur donnent de la place, qui ne cherchent pas à les embellir au-delà de ce qu'elles sont parce qu'elles n'en ont pas besoin. Je suis arrivée ce soir-là avec 20 minutes d'avance. C'est une habitude de toute ma vie. Maurice disait que j'arrivais toujours avant tout le monde parce que j'avais besoin de sentir les endroits avant qu'ils se remplissent. Il avait raison, comme souvent sur les choses qui me concernaient mieux que je ne me connaissais moi-même. La salle était petite, une quarantaine de chaises disposées en arc de cercle devant une table longue, avec un écran de projection discret sur le côté et des échantillons de tissus disposés sur des supports de présentation que Véronique avait apportés elle-même dans une caisse en carton le matin même. J'avais proposé de l'aider à transporter. Elle avait dit que non, qu'elle préférait le faire seule. Et j'avais dit d'accord, en sachant que c'était important qu'elle le fasse seule. Je me suis assise au fond de la salle. Pas par discrétion excessive, parce que c'est de là qu'on voit le mieux. Pas le détail de ce qui se passe sur scène, mais la façon dont une personne habite l'espace devant les autres. La façon dont elle se tient, la façon dont sa voix remplit la pièce ou non, la façon dont elle existe dans le regard des autres quand elle choisit de parler. J'avais posé le tablier sur mes genoux. Pas le tablier propre que Véronique avait mis ce soir-là, non, l'ancien. Celui que je lui avais offert pour ses 40 ans, celui qui portait encore, sur la partie avant, une sombra rosada que le lavage n'avait pas entièrement effacée. Une ombre de pigments de Garance, pâle, presque douce, comme une cicatrice de tissu qui ne défigure pas mais qui dit quelque chose à ceux qui savent regarder. Je tenais ce tablier entre mes mains de vieille brodadera et j'attendais que ma fille commence à parler. Elle est entrée dans la salle à 19h02. Cardigan bleu marine, cheveux relevés, ses lunettes de lecture qu'elle porte maintenant avec une façon désinvolte qu'elle n'avait pas avant. Elle a posé ses notes sur la table, a regardé les chaises qui se remplissaient, a reconnu Laure Gilbert au 2e rang et lui a fait un signe de tête. Elle ne m'a pas cherché tout de suite dans la salle. Elle savait que j'étais là. C'était suffisant. Adèle était assise 3 rangs devant moi, avec 2 camarades de l'Institut des métiers d'art qu'elle avait invités. Je les avais vus entrer ensemble, animés,
avec les carnets de notes et la curiosité des gens jeunes qui apprennent encore que les choses qu'on leur enseigne en classe existent aussi dans la vraie vie, avec des visages et des conséquences et des tabliers tachés de rouge. Véronique a commencé par poser un échantillon de soie sur la table devant elle. Rouge, du Garance. Pas le lot 318, qui était toujours en cours d'expertise complémentaire. Un autre, un échantillon d'archives de son propre cabinet, prélevé sur une pièce dont elle avait fait la restauration 10 ans auparavant. Elle a dit que la Garance était une plante cultivée depuis l'Antiquité pour sa capacité à produire des rouges solides, durables, qui résistaient au temps et à la lumière d'une façon que les colorants de synthèse ne reproduisaient pas entièrement. Elle a dit que dans la restauration textile, on utilisait encore la Garance pour les retouches sur les pièces anciennes parce qu'elle vieillissait de la même façon que les fibres originales. Parce qu'elle était honnête, a-t-elle dit. Elle ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. Il y a eu dans la salle ce léger mouvement de gens qui comprennent que ce qu'ils entendent parle de plusieurs choses en même temps. Elle a continué. Elle a parlé pendant 1h30. De l'éthique dans la restauration, de la différence entre la valeur marchande d'une pièce et sa vérité matérielle, de la responsabilité de l'expert face aux attributions, de ce que signifie apposer sa signature sur un document technique, de la différence entre une opinion commerciale et une conclusion professionnelle. Elle a parlé avec la précision d'une restauratrice et avec quelque chose en plus, quelque chose que je ne lui avais pas entendu depuis longtemps. Une présence dans sa propre voix, un accord entre ce qu'elle disait et ce qu'elle pensait. Une cohérence entre les mots et le visage. Elle n'a pas raconté son histoire personnelle. Elle n'a pas mentionné Hugo, ni le lot 318, ni la nuit de mars, ni les initiales cousues sous la barrette du tablier. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'elle avait à dire, elle le disait dans les principes, dans les exemples professionnels, dans la façon dont elle posait les questions que son auditoire devrait emporter avec lui en sortant de cette salle. Mais moi, au fond de la salle, avec le tablier sur les genoux et la sombra rosada sous mes doigts, je l'entendais. Je l'entendais entièrement. Chaque phrase portait quelque chose de personnel sans le déclarer. Chaque exemple choisi venait d'une expérience vraie. Chaque moment où elle disait l'expert doit pouvoir dire non quand la matière dit non, il y avait derrière ces mots une nuit de mars et une caisse de bobines numérotée et une voiture sous la pluie et une question posée par une petite fille adulte qui avait vu avant tout le monde. À la fin, il y a eu des questions. Des professionnels, des étudiants, quelques personnes du musée. Des questions précises sur les protocoles d'expertise, sur les recours en cas de divergence entre experts, sur la responsabilité légale liée au rapport technique. Véronique répondait avec calme, avec détail, sans hésitation. La voix d'une femme qui connaissait son sujet et qui avait décidé de ne plus laisser d'autres voix le connaître à sa place. Quand la salle a commencé à se vider, Adèle est venue me rejoindre au fond. Elle s'est assise à côté de moi sans rien dire d'abord. Elle regardait sa mère au premier rang, en conversation avec 2 participants, avec le même calme attentif qu'elle avait quand elle regardait les choses de biais pour trouver l'angle que les autres avaient raté. Puis elle a dit, doucement, « Tu la vois, mamie ?» J'ai dit, « Oui, je la vois. » Elle a posé sa tête une seconde sur mon épaule. Juste une seconde. Le temps de dire quelque chose que les mots n'auraient pas dit aussi bien. Je veux m'arrêter ici une dernière fois, avant de vous dire comment cette histoire se termine vraiment. Parce que si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, si vous avez suivi cette vieille femme depuis la rue Le Nepveu sous la pluie de mars jusqu'à cette salle du musée Jean Lurçat, vous m'avez donné quelque chose de précieux. Le cadeau d'être entendu. Alors dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Quelle ville, quelle région, quel pays? Et s'il est tard chez vous, si vous ne dormez pas, si quelque chose dans tout ce que je vous ai raconté vous a touché ou vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, dites-le moi. Laissez un like si cette histoire vous a dit quelque chose de vrai. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et peut-être que celle de demain sera celle que quelqu'un près de vous avait besoin d'entendre. Et si vous connaissez quelqu'un dont la voix a été progressivement recouverte par une autre voix, quelqu'un dont le nom sert à dire des choses qu'il n'a pas choisies, partagez cette histoire avec cette personne. Pas pour moi, pour elle.
Maintenant, laissez-moi finir. Véronique a traversé la salle vers moi quelques minutes après que les derniers participants soient partis. Elle avait les mains dans les poches de son cardigan, ce geste qu'elle a depuis l'enfance quand elle réfléchit à quelque chose qu'elle n'a pas encore tout à fait formulé. Elle a vu le tablier sur mes genoux. Elle s'est arrêtée. J'ai dit « Je l'avais gardé. Je ne savais pas trop pourquoi sur le moment. Maintenant, je crois que je sais. » Elle s'est assise à côté de moi. Adèle nous a laissés avec cette discrétion qu'elle avait héritée, je ne sais de qui. Certainement pas de moi qui avais toujours eu du mal à quitter les pièces au bon moment. Véronique a pris le tablier. Elle l'a regardé. Elle a passé le pouce sur la sombra rosada, cette ombre de Garance que le lavage avait pâlie sans l'effacer. Et elle a eu ce sourire-là, pas grand, pas démonstratif, le sourire de quelqu'un qui reconnaît quelque chose. Elle a dit « C'est ma couleur ». J'ai dit « Oui, c'est ta couleur, celle que tu as choisie, celle que tu connais mieux que personne, celle que personne ne peut décider pour toi. » Nous sommes restés dans cette salle vide quelques minutes encore, ma fille et moi, avec le tablier entre nous et le silence de ce musée qui prenait les matières au sérieux. Dehors, Angers continuait sa soirée de printemps, les quais le long de la Maine avec les promeneurs tardifs. Les brasseries dont les terrasses recommençaient à s'ouvrir après les mois froids. Le château avec ses 17 tours silencieuses dans la nuit. La ville que j'aimais depuis 55 ans. La ville où j'avais élevé mes enfants, enterré mon mari, vieilli avec mes mains et mes aiguilles et mes fenêtres en ardoise mouillée. La ville où ma petite fille adulte m'avait posé une question sous la pluie de mars et avait changé quelque chose que j'aurais dû changer plus tôt. Je dois vous parler maintenant des mois qui ont suivi. Pas dans le détail de ce qui appartient à Véronique et qu'elle racontera ou ne racontera pas selon ce qu'elle décidera, mais dans les contours de ce que j'ai vu, moi, depuis ma fenêtre rue Saint-Lô, depuis ma table de salle à manger avec ma lampe à colle de cygne, depuis les dimanches matins où le téléphone a recommencé à sonner avec une voix différente de l'autre côté. Hugo et Véronique ont engagé une médiation professionnelle pour leur association commerciale. Un processus long, technique, qui a produit des documents et des décisions que je ne connais pas entièrement parce que ce n'était pas mon rôle de les connaître. Ce que je sais, c'est que Véronique a officialisé son activité de restauration sous son propre nom. Véronique Larocque, restauratrice de textiles historiques avec un numéro de SIRET à son nom, une adresse professionnelle distincte, des contrats qui lui appartiennent. Ce que je sais aussi, c'est que leur vie conjugale a traversé une période difficile dont je n'ai pas vu tous les moments et dont je ne saurai jamais tous les détails. Ce n'est pas une histoire qui se termine avec une porte claquée et une valise dans le couloir. Les vraies histoires de couple sont plus complexes que ça, plus longues, plus nuancées, faites de décisions qui se prennent et se reprennent, de conversations qui reviennent sur elles-mêmes, de reconstruction partielle et d'acceptation progressive. Je ne sais pas où en sont Véronique et Hugo aujourd'hui dans leur vie commune. Je sais qu'elle a récupéré sa voie professionnelle et que ça, au moins, ne sera plus négocié. Adèle a terminé sa formation à l'Institut des métiers d'art avec une mention. Elle m'a appelé le soir de ses résultats et elle m'a dit qu'elle avait écrit dans son mémoire de fin d'études un chapitre sur la responsabilité de l'expert face aux attributions commerciales. Son directeur de mémoire avait dit que c'était un angle inhabituel pour une formation technique, mais que le développement était rigoureux et bien documenté. Elle m'a dit que l'un des exemples qu'elle avait utilisés, anonymisés, sans nom ni référence directe, parlait d'un foulard de soie et d'une restauratrice qui avait cousu ses initiales sous la barrette d'un tablier. J'ai pleuré ce soir-là, pas de tristesse, de cette autre façon. Le lot 318, le foulard de soie qui avait mis en mouvement tout ce que je vous ai raconté, a été examiné par 2 experts supplémentaires désignés par l'Hôtel des Ventes Loire-Anjou à la demande des parties concernées. Leurs conclusions ont rejoint celles de Laure Gilbert et celles du premier rapport de Véronique. La pièce a finalement été présentée à la vente avec une attribution révisée, plus prudente, indiquant soierie européenne ancienne, 18e siècle probable, restauration ultérieure, provenance d'origine à vérifier par l'acquéreur. Elle s'est vendue moins cher que ce qu'Hugo avait espéré. Mais elle s'est vendue pour ce qu'elle était, J'ai pensé longtemps à ces 4 mots. Il me semble que c'est tout ce qu'on peut demander, dans le fond. Pas plus, pas autre chose. Être présenté pour ce qu'on est.
Ce printemps-là, j'ai repris le napperon que j'avais laissé en cours et je l'ai terminé en 1 semaine. Des motifs floraux sur lin écru, inspirés de ce que ma mère faisait à Cholet. Je l'ai offert à Véronique pour son anniversaire en mai. Pas comme symbole de quoi que ce soit, juste parce que c'était beau et fait avec soin et que c'était pour elle. Elle l'a posé sur la table de son cabinet de restauration, à côté de la caisse de bobines numérotées, à côté de la cloche de verre où elle conserve maintenant des échantillons de référence pour ses expertises. À côté d'un petit cadre qu'Adèle lui avait offert quelques semaines auparavant, avec à l'intérieur, monté sur carton d'archivage blanc, un rectangle de soie rouge de 4 cm sur 6 et 2 mots écrits au stylo à encre noire. Véronique Larocque, pas maçon. Larocque. Je veux vous parler maintenant de ce que tout ça m'a appris. Parce que j'ai 78 ans, et que si je ne tire pas les leçons à mon âge, je ne les tirerai jamais. Et parce que peut-être que certaines d'entre elles vous appartiennent aussi. J'ai appris que la discrétion, quand elle devient une façon de ne pas voir, n'est plus de la discrétion. C'est de la complicité par le silence. Je suis issue d'une culture où on n'interférait pas, où on attendait qu'on vous invite, où respecter les autres signifiait ne pas forcer les portes. C'est une valeur que je tiens toujours. Mais j'ai compris qu'il y a une différence entre respecter l'espace de quelqu'un et fermer les yeux sur ce qui se passe dans cet espace. La première est de l'amour. La deuxième est de l'abandon déguisé en respect. J'ai appris que les disparitions les plus difficiles à voir sont celles qui se produisent dans le confort et l'élégance. Que les concessions graduelles n'ont pas l'air de concessions au moment où on les fait. Qu'on peut perdre sa voix progressivement, par petites étapes qui semblent raisonnables prises une par une, sans qu'aucun moment précis ne ressemble à une catastrophe. Et que c'est précisément pour ça qu'il faut regarder les schémas, pas seulement les incidents. Il faut regarder si la voix de quelqu'un qu'on aime est la même qu'il y a 3 ans. Si ses enthousiasmes sont les mêmes. Si son nom apparaît dans sa propre vie ou dans celle de quelqu'un d'autre. J'ai appris que ma petite fille de 29 ans a vu avant moi, et que l'âge n'est pas toujours une garantie de lucidité. Parfois, c'est même l'inverse. Parfois, on a tellement intégré les façons de faire, tellement appris à attendre, tellement pratiqué la patience comme une valeur, qu'on finit par être patient devant des choses devant lesquelles il ne faudrait pas être patient. Adèle n'avait pas mes habitudes. Elle avait ses yeux. Et ses yeux, ce soir-là dans ma voiture sous la pluie, valaient ni plus que 40 ans d'expérience. J'ai appris que les matières ne mentent pas. Pas seulement les soies et les velours et les brocarts. Les situations humaines aussi ont leurs fibres, leur façon de tenir ou de lâcher sous la lumière, leurs zones de restauration qui ne correspondent pas à l'origine déclarée. Il faut savoir les interroger. Il faut accepter que les réponses qu'elles donnent ne soient pas toujours celles qu'on espérait. Et il faut avoir le courage de dire ce qu'on a trouvé, même quand ça contredit ce que quelqu'un voulait présenter à la vente. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Véronique avait peur, depuis longtemps. Peur de perdre sa vie commune, ses repères professionnels construits dans un partenariat qui l'avait aussi nourri. Peur de ne pas être crue si elle parlait. Peur d'être celle qui brise quelque chose de fragile. Et elle avait fait ce qu'elle avait fait quand même. Elle avait cousu ses initiales sous la barrette du tablier. Elle avait gardé le premier rapport. Elle avait constitué l'échantillon. Elle avait dit non à la signature. Tout ça avec la peur. Pas sans la peur, avec. J'ai appris, peut-être, la leçon la plus importante, qu'une signature est une conscience écrite, que notre nom, quand on l'appose sur quelque chose, dit quelque chose de nous. Pas seulement notre identité, notre vérité du moment, ce qu'on croit être juste au moment où on signe. Et que laisser quelqu'un d'autre décider de ce que notre nom dit, même progressivement, même doucement, même avec des arguments qui semblent raisonnables, c'est céder quelque chose qu'aucun accord commercial ne devrait pouvoir acheter. Ce n'est pas une leçon qui s'applique uniquement aux restauratrices de textiles. Elle s'applique partout où un nom est utilisé. Partout où une expertise est mise au service d'une conclusion que l'expert n'a pas formée. Partout où une voix est progressivement remplacée par une autre, si doucement que ni l'une ni l'autre ne s'en aperçoit tout de suite. Je pense à toutes les Véroniques que je ne connais pas. Celles qui sortent d'une pièce avec les mains marquées de leur propre travail et qui disent que ce n'est rien.
celle dont les enfants adultes comptent les fois où quelque chose ne va pas et n'osent pas encore poser la question à voix haute. Celle dont la mère vieillit en attendant qu'on lui ouvre la porte et qui n'a pas encore compris qu'elle a le droit d'entrer sans attendre. Je pense à toutes les Adèles aussi. Celles qui voient avant les autres. Celles dont la question posée sous la pluie change quelque chose d'important. Celles à qui on a appris qu'elles exagéraient, qu'elles dramatisaient, qu'elles projetaient, et qui ont cru ça pendant un moment avant de décider de monter quand même dans la voiture de leur grand-mère et de dire ce qu'elles voyaient. Croyez les Adèles de votre vie. Croyez les personnes qui voient de biais. Croyez les questions qui semblent simples et qui ne le sont pas. Et si vous êtes vous-même une Adèle, si vous êtes celle ou celui qui a vu quelque chose que personne d'autre ne voulait voir, sachez que vous n'aviez pas tort, même si ça a pris du temps, même si ça a coûté quelque chose. Vous n'aviez pas tort. Je pense aussi aux grands-mères, à celles qui ont appris la discrétion comme une vertu et qui ont parfois confondu la vertu et l'évitement, à celles qui attendent qu'on leur ouvre la porte alors que leurs mains ont assez de force pour tourner la poignée. Vous n'avez pas besoin d'être invité pour être présente. Votre présence est déjà un acte. Votre regard est déjà une protection. Ne l'économisez pas. Chez moi, rue Saint-Lô, le soir où je vous raconte tout ça, il y a sur ma table de travail l'aiguille que j'utilise depuis 30 ans pour les broderies les plus fines. Une aiguille de couturière numéro 10, avec son chat si étroit que les jeunes yeux peinent à y passer le fil. Je le passe encore, moi, lentement, avec la patience de 78 ans. Et chaque fois que le fil passe, il me rappelle quelque chose que mon métier m'a appris avant tout le reste. Les choses difficiles à faire demandent de la précision, pas de la force, de la patience, pas de la violence, un angle juste, pas un effort démesuré. Et parfois elles demandent de recommencer, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que le fil passe. Véronique a passé son fil. Elle a recommencé autant de fois qu'il le fallait. Et le fil est passé. Dehors, la Loire coule quelque part derrière les toits d'Angers. Elle coule depuis plus longtemps que cette ville, plus longtemps que les châteaux et les ateliers et les maisons en tuffeau et les marchands de pièces anciennes et les restauratrices de textiles et les grands-mères de 78 ans qui auraient dû poser des questions plus tôt. Elle coulera encore quand tout ça sera fini. Avec cette façon qu'ont les grandes rivières d'être indifférentes aux histoires humaines tout en les traversant de part en part. Le printemps arrive sur les bords de la Maine. Les acacias de la cour de l'atelier Saint-Aubin commencent à fleurir. Le marché couvert sent le fromage et le pain du matin. Et ma fille, quelque part dans cette ville que j'aime depuis 55 ans, travaille dans son cabinet sous sa propre lumière, avec ses propres mains, sous son propre nom. C'est assez. C'est même, je crois, exactement ce qu'il faut. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'à la fin, si vous êtes resté avec cette vieille femme d'Angers depuis la rue Le Nepveu jusqu'à cette dernière phrase, je veux que vous sachiez une chose. Vous m'avez donné quelque chose d'important, la certitude que ces histoires méritent d'être dites, que les silences qui durent trop longtemps méritent d'être défaits, même quand c'est difficile, même quand c'est tard, même quand on ne sait pas encore exactement par où commencer. Alors voici ce que je vous demande pour finir. Laissez un commentaire avec le mot « la roque ». Juste ce mot. Ceux qui ont vraiment écouté jusqu'ici comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre. C'est le nom qu'elle a choisi de porter. C'est le nom qu'elle a cousu sous la barrette du tablier. C'est le nom qui dit que personne d'autre ne peut décider à votre place de ce que votre conscience écrit. Laissez un like si cette histoire vous a touché quelque part de vrai. Abonnez-vous si vous voulez revenir demain et après-demain, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour et chaque histoire vient du même endroit. De l'endroit où les matières ne mentent pas, où les fils disent ce qu'ils sont, où les noms appartiennent à ceux qui les portent. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie dont la voix a besoin d'être entendue, partagez cette histoire avec cette personne. Pas pour moi, pour elle, pour lui. Parce que parfois ce qu'on ne peut pas se dire à soi-même, on peut l'entendre dans la voix d'une vieille femme d'Angers qui a mis trop longtemps à tourner la poignée et qui ne fera plus jamais cette erreur-là. D'ici, du 27 de la rue Saint-Lô, avec ma lampe à col de cygne et mon aiguille numéro 10 et la Loire quelque part derrière les toits, je vous dis bonne nuit. Prenez soin des voix que vous aimez.
et ne laissez jamais personne décider à leur place de ce qu'elles ont le droit de dire.